Donc Jacques Grondal, vous êtes chargé de mission climat-énergie au sein du syndicat mixte des Vosges centrales. Vous avez travaillé à l'élaboration d'un SCOT zéro carbone en intégrant l'énergie de manière transversale tout au long de l'élaboration de votre projet. Vous avez souhaité que ce SCOT, et vos élus ont souhaité que ce SCOT soit un outil de planification, mais également un outil opérationnel pour chaque commune du SCOT, à l'image de Métropole Savoie, mais peut-être aussi de manière un petit peu différente, vous pourrez nous en parler. Vous portez à la connaissance des communes son potentiel énergétique et vous les aidez à les transcrire dans les documents d'urbanisme qu'elles sont en capacité d'élaborer, que ce soit PLU ou PLU. Alors j'ai envie de vous poser 4 questions. En quoi finalement le SCOT des Vosges centrales est-il un SCOT zéro carbone? Est-ce que c'est simplement du greenwashing et puis une intention générale qui ne se traduit pas dans les faits? Et comment vous y êtes-vous pris pour que ces objectifs de SCOT puissent contribuer à la stratégie de TEPOS du territoire? Et puis, quels sont, d'après vous, les points de vigilance à avoir et quelles difficultés vous avez rencontrées dans l'élaboration de ce SCOT? Ok, bonjour à tous. Je commencerai par excuser mon président, Michel Heinrich, qui est maire d'Épinal, président de la communauté d'agglomération d'Épinal et également président de la Fédération nationale des SCOT, qui est au cœur de la démarche, puisque c'est quand même lui qui a insufflé la volonté d'intégrer de façon transversale la démarche qui avait été initiée dans le cadre d'un plan climat volontaire. Alors, mes propos vont se structurer en 3 parties. Une partie contexte et une partie, j'allais dire, fil rouge du projet de territoire, puis avant de rentrer dans l'objectif d'intégrer la dynamique TEPOS dans la révision du SCOT. Au niveau de la situation, on fait partie de la région Grand Est. On est sur un territoire qui était à l'époque constitué de 5 intercommunalités qui se sont ensuite fusionnées en 2 intercommunalités, ce qui était assez compliqué d'ailleurs pour notre projet de révision du SCOT, puisqu'au début on a travaillé sur un périmètre qui s'est élargi et dont on ne connaissait pas en fait le futur périmètre à venir. Donc c'est 154 communes, environ 140 000 habitants, 55 000 emplois et puis 80% des communes de moins de 1000 habitants. Avec, en termes, j'allais dire, pour vous représenter, en termes de foncier, on a quasiment à chaque fois 44-45% de foncier dédié à l'agriculture et à la forêt. Et puis, on a 7% finalement de partie artificialisée et le reste en zone naturelle. Donc il faut savoir que sur la région Lorraine, en fin 2017, c'était le premier SCOT qui a été arrêté, sachant que le volet énergie à l'époque, c'était 2 pages, diagnostic, orientation confondue, et où, j'allais dire, la thématique en fait avait été finalement abordée très vite, et c'est seulement par la suite, entre 2009 et 2013, qu'a été définie la volonté de faire un plan climat, et qu'il a été mis en œuvre. Moi, je suis rentré dans l'équipe pour animer le plan climat en 2011. En 2014 a été initié le travail de révision du SCOT, et puis en 2015 a été engagé le programme Territoire à énergie positive pour la croissance verte. Donc là, je vais passer très vite pour vous dire qu'en fait, on est un syndicat mixte qui avons mené des actions concrètes, c'est un peu la particularité. On est un syndicat mixte qui porte le SCOT, on n'est pas un syndicat mixte qui porte le pays, et il y a un pays également qui n'a pas le même contour en termes de périmètre, où on a tout de suite commencé en fait, à travailler sur des actions très opérationnelles. Alors, la valorisation de certificats d'économie d'énergie, le fait de porter un conseiller énergie partagé au niveau des communes, de mettre en place une plateforme multimodale sur la mobilité pour faciliter le covoiturage, etc. Et différentes études, animations, et puis quelque chose aussi qui m'avait marqué, c'était, bon je ne l'ai pas marqué là, mais c'était le travail auprès des communes de climat pratique, qui permettait de dire, ok, au niveau communal, des démarches transversales sur qu'est-ce que peut faire une commune pour intégrer les dimensions climat, air, énergie. Et donc, suite à cette mise en œuvre, en 2013, dernière action du plan climat, c'était justement un peu d'analyser le potentiel en énergie renouvelable.
finalement, c'était un peu la 5e roue du carrosse, l'énergie renouvelable. La démarche négawatt était très imprégnée dans les têtes, mais si bien perçue que en fait, les énergies renouvelables, c'était pas important. C'était d'abord sobriété, après efficacité énergétique, et puis on fait du bois énergie pour les énergies renouvelables. D'autant plus en forêt, d'autant plus par rapport à un contexte départemental où la forêt est tellement prégnante et où, j'allais dire, est déjà inscrite. Donc on a eu, c'est à ce moment-là en fait que je suis allé me former donc, auprès du bureau d'études DG sur, au lieu de faire une étude de potentiel, puisqu'à l'époque, justement, l'étude de potentiel régionale sur les énergies renouvelables avait été réalisée par BG, moi ce qui m'intéressait c'était de me dire, tiens, en Suisse, comment ils font pour intégrer leur étude de potentiel dans les documents d'urbanisme. Et c'est là qu'en fait, on a commencé à travailler sur non pas juste une étude de potentiel en énergie renouvelable, mais une étude de planification énergétique que j'ai commencé à mener en régie en 2014, où qui dit planification énergétique dit d'abord, avant de savoir quel est le potentiel d'énergie renouvelable, connaissons d'abord qu'est-ce qu'on consomme au niveau de tous les vecteurs énergétiques, de tous les secteurs, avant de pouvoir réfléchir quels sont les potentiels d'approvisionnement local, quels sont les potentiels de réduction des consommations, comment se comportent et comment sont situés les réseaux de distribution d'électricité, de gaz et de chaleur, avant de pouvoir parler d'une véritable stratégie. Et c'est donc en 2015, lorsqu'on a écrit le programme TEPCV, que j'ai pu donc formaliser cette stratégie qui était de dire on aurait, comme en Suisse, où c'est le canton qui définit une stratégie générale liée à l'énergie, qui ensuite est prise en compte par les communes dans les documents d'urbanisme pour être retraduite dans le cadre d'OAP au niveau de quartier avec des mesures très incitatives. Donc c'était un peu ce qu'on a écrit comme programme TEPCV. On a été lauréat ainsi que nos intercommunalités avec l'objectif de dire la stratégie de planification, elle est inscrite dans un document d'urbanisme opposable au tiers qu'est le SCOT, et les communes, les collectivités, les intercos mettent en œuvre des actions opérationnelles avec un programme qui répond à la stratégie du SCOT. Donc au niveau du programme TEPCV du SCOT, c'était de dire on va faire plusieurs schémas structurants qui vont compléter l'étude menée en régie, qui vont alimenter tout le diagnostic en fait, du SCOT et le PADD et le DO. Et puis, en même temps, c'est pas seulement faire un document d'urbanisme, c'était de se dire comment, parce que quand j'ai présenté mon projet de territoire à énergie positive aux élus pour répondre à TEPCV, et que je lui ai parlé d'autonomie, que je vais parler d'autonomie énergétique territoriale, il me disait c'est bien beau, vous êtes bien utopiste, mais comment financer sur notre territoire qui est rural, où 75% des habitants sont éligibles au programme Habiter mieux, une transition énergétique aussi ambitieuse. Et donc notre idée c'était de dire, l'idée c'était de créer un socle pour pérenniser une démarche à partir des documents d'urbanisme, mais pas seulement, avec un programme d'action qui allait nourrir et le plan climat, et structurer le territoire en termes d'entité. En tout cas, c'est ce qu'on a fait. Donc c'est pour ça qu'il y a une partie études, donc c'est des schémas dont certains sont encore en cours, notamment un schéma éolien, je pourrais vous en parler. Une société d'investissement participatif sur les énergies renouvelables, où là on est sur a priori une SEM-ENR, où on est en phase également de co-développement et de repérage de projets. Un observatoire, j'allais dire, pour faciliter la mise en œuvre de notre SCOT ambitieux au niveau des communes, c'est-à-dire pouvoir, pour 154 communes, générer en fait des profils énergétiques de façon rapide, un peu à l'image de ce que fait le CREM en Suisse. Et puis après, des opérations plutôt innovantes, parce que notre problématique, nous, sur l'habitat, en fait, on est sur un territoire rural très peu dense. Comment trouver la manne financière pour lancer la massification de la rénovation énergétique visant des performances énergétiques importantes. Et la BIMBY, Built in My Backyard, tout ce qui est en gros finalement de la division parcellaire, si elle est vouée à être orientée vers de la stratégie énergétique derrière, de l'habitat, ça peut être une manne financière supplémentaire.
Voilà. Donc, on peut passer. L'objectif, c'était donc inscrire en fait dans le SCOT une transition énergétique qui tendrait vers l'autonomie énergétique territoriale. Donc, ça veut dire répondre à une stratégie locale, structurée, planifiée dans le temps, partagée par une diversité d'acteurs. Donc, on s'était inscrit, donc ça c'est pour le moment, on sait ce qu'on consomme en 2010, on sait ce qu'on produit en 2015, on fait une courbe d'approximation linéaire pour avoir en fait un projet finalement d'autonomie énergétique en 2050, mais surtout ce qui nous intéresse dans un SCOT, c'est en 2030, quels sont les objectifs à atteindre et comment on se fixe des orientations pour rendre possible ces ambitions. Vous pouvez passer. Alors, le principal enjeu, alors je ne vais pas aller trop dans le détail, mais en tout cas, ce qui me permettait d'argumenter, ce qui a fait choc, enfin, auprès des élus, c'était de se dire comment le financer. Eh bien, si on est capable, à partir d'une vision sur la facture énergétique territoriale, de réfléchir les consommations énergétiques qui sortent du territoire pour les réinjecter dans le territoire, c'est ce qui permettrait de financer ce moteur économique territorial. Si vous pouvez passer. Donc, au niveau du SCOT, on est capable de visualiser en fait l'argent qui chaque année sort du territoire. On voit les produits pétroliers dont on est sûr qu'ils ne retombent pas dans le territoire, à hauteur sur une facture énergétique annuelle de 541 millions. On sait que, eh bien, il n'y a que 15% qui reviennent vraiment sur le territoire des Vosges centrales. Et c'est de se dire, bah tiens, comment ça va se reproduire dans le temps. Donc, diapo suivante. C'est-à-dire si j'agrège tous les vecteurs énergétiques, je sais que finalement, voilà, c'est 462 millions d'euros qui chaque année sortent du territoire. Si je regarde en tendanciel en 2030, ces 462 millions d'euros, ils ont quasiment doublé. Et on se rend compte que la transition énergétique, elle va forcément, avec les règles, le développement éolien, des choses comme ça, augmenter. Mais en fait, on se rend compte que le projet de TEPOS, il est avant tout pour limiter en fait l'impact de l'augmentation des consommations. Je l'ai vu sur Montmélian. Montmélian, ils expliquaient hier, moi ça m'avait marqué, 20% d'économie d'énergie en l'espace de 10 ans sur tout le parc patrimonial. Et ils ont fait plus 15% sur la facture énergétique de la commune. Et c'est un peu ça la problématique. C'est-à-dire qu'on se dit, même si on ne fait rien, en fait, la problématique de la précarité énergétique, c'est plus un risque, en fait. C'est vraiment quelque chose qui va impacter en plein fouet nos communes. Et après, c'était de se dire, pour le contrer, en fait, c'était vraiment d'essayer de réinjecter cette économie fuyante vers le territoire. Donc ça, c'était l'enjeu. Donc, on peut passer, donc après, bien sûr, hein, ça se traduit en développement économique, ça on peut passer, tout le monde le connaît, baisse de la vulnérabilité, et puis surtout faire en sorte que si on développe des énergies renouvelables, c'est qu'on reste dans une préservation du cadre de vie. Et c'est là où, entre guillemets, le SCOT a tout son sens, puisqu'il fixe les grands, j'allais dire, garde-fous, pour faire en sorte que si les énergies renouvelables sont vraiment mises en avant, ou en tout cas sont vraiment privilégiées, qu'elles ne le fassent pas à l'encontre du terrain et que, entre guillemets, les grandes orientations, les grands objectifs soient en même temps des orientations qui ne vont pas à l'encontre des autres enjeux du territoire qui vont être à la fois l'attractivité du territoire pour faire venir des entreprises et pour préserver le cadre de vie. Donc dans le SCOT, en fait, le projet territoire à énergie positive, donc c'est traduit dans le diagnostic, alors de façon transversale dans le rapport socio-économique, puisqu'en fait on a décliné à partir du moment où il y a une consommation énergétique, il y a un impact sur l'économie du territoire, sur l'emploi. Et donc, on a traduit le profil énergétique, l'étude de potentiel énergie renouvelable, par exemple, dans l'état initial de l'environnement. Le profil énergétique, on l'a traduit dans le rapport.
mais également dans les obligations de scénario. C'est-à-dire que tout notre scénario prospectif, on l'a intégré dans le document du SCOT. Ce qui nous permettait de dire, ce qui permettait d'avoir une justification, y compris sur l'énergie, du pourquoi, du comment. Et c'est pour ça que dans le plan d'aménagement et de développement durable, la transition énergétique, pour viser l'excellence énergétique, a été décrit comme le deuxième fil directeur du territoire après l'attractivité du territoire. Et ça s'est traduit dans le DO, et c'est dans le DO, dans le document d'orientation et d'objectifs, que le projet d'autonomie énergétique et donc les objectifs à l'horizon 2030 ont été déclinés. Donc ça, en fait, c'est un schéma qui traduit un peu la feuille de route TEPOS, puisqu'en fait, le document d'urbanisme, donc, c'est qu'un outil, en fait, pour rendre possible cette démarche. D'abord, on a à gauche, en haut à gauche, on a les fondamentaux dans le SCOT. Donc, à la fois viser l'excellence dans tous les domaines de l'énergie, optimiser le potentiel de transition énergétique, que ce soit en réduction des consommations ou au fait de capter les potentiels en énergie renouvelable et les prioriser quand ils existent. Et le troisième, garantir la qualité des projets. Ensuite, ces fondamentaux-là sont décrits en termes d'urbanisme et d'aménagement, c'est-à-dire qu'ils vont être retraduits à la fois dans les outils de maîtrise foncière, mais les outils également de programmation, c'est-à-dire les OPA, les PIG, mais également les outils type PLH, pour se dire, bah voilà, viser l'autonomie énergétique à l'horizon 2050, ça veut dire 46% d'autonomie énergétique à l'horizon 2030. Sur le secteur résidentiel, ça veut dire 20% de maîtrise des consommations d'énergie sur tout le parc de l'habitat. Ça veut dire un objectif de rénovation énergétique de 1130 rénovations par an, avec un logement sur 5 bâtiments basse consommation, plus un minimum de consommation de 35% d'économie d'énergie sur toutes les rénovations. Et quand on écrit ça dans le SCOT, ça veut dire que ça, du coup, calibre le PLH, le PIG et les programmes de subvention derrière. Et qui pose aussi la question, mais si on fixe un tel objectif pour rendre réelle cette ambition-là, ça veut dire qu'il faut être capable de le financer. Et ça, c'est la grosse problématique. Et l'enjeu, c'était de se dire, la dimension doit également se traduire par des outils de financement. Et ces outils de financement, donc là, on rentre dans le cercle vertueux des moyens. Ça veut dire, on a eu le cas grâce à TEPCV, mais maintenant, en fait, ça pose une question, c'est pour financer la transition énergétique, il faut déployer tous les moyens innovants qui existent à l'heure actuelle. Donc le tiers investissement, le financement participatif, le financement mutualisé, les certificats d'économie d'énergie, contrats de performance énergétique, les financements européens, la fiscalité fléchée, et encore des dispositifs innovants. Donc on parle de l'in-tracting, comme l'appel à projet de la Caisse des dépôts, ou encore un article qui s'appelle l'article 199 de la loi de transition énergétique, qui permet d'essayer, sur des opérations particulières, de pouvoir flécher les économies engendrées par le fait d'éviter du renforcement de réseaux électriques sur la transition énergétique. C'est-à-dire, je travaille sur une opération spécifique, je démontre par la planification que j'ai des coûts évités de renforcement de réseau d'électricité auprès de Enedis, en lui disant, au lieu de mettre 600 000 € de renforcement réseau sur ton réseau basse tension, pourquoi pas payer une opération à 400 000 € de rénovation énergétique des bâtiments qui viserait de la substitution de chauffage électrique, etc. Ça, c'est pas fait, mais pourquoi pas. En tout cas, c'est possible. C'était notre bureau d'études qui nous l'avait vraiment mis en avant, et a priori, Dunkerque qui a réfléchi de façon intense. Et le cercle vertueux des moyens, c'est de dire les financements engendrent de meilleures communications, qui engendrent plus de partenariats et qui centrent quelque chose qui, en tout cas sur notre territoire, est encore difficilement accepté, c'est de dire si on n'a pas de l'ingénierie renforcée sur le territoire, on ne pourra pas répondre à ces ambitions-là.
Et quand, quand les élus ont accepté en fait, de répondre à ça, c'est dans le programme TEPCV, il y avait déjà la création d'un poste supplémentaire sur l'habitat. Et on a répondu à 2 appels à projets, le COT énergie renouvelable pour avoir un ingénieur ENR en plus, et puis un ambassadeur mobilité en plus pour en fait gonfler les équipes parce que aller vers une telle ambition, ça veut dire c'est-à-dire doter les collectivités. Et nous, on est vraiment sur une grosse problématique, c'est comment pérenniser ces postes-là qui pour le moment sont sur perfusion de subventions, si je puis dire. Et l'enjeu, enfin en tout cas, j'allais dire, l'utopie qu'on a, c'est de faire du développement fort sur les énergies renouvelables et que les dividendes en fait, des projets d'énergie renouvelable payent les postes et payent la massification de la rénovation énergétique. Donc on réfléchit à la création soit d'un fonds, soit d'une société, enfin en tout cas la société d'investissement qui sera une SEM, elle est en cours de construction. On attend à ce qu'en janvier elle sorte de terre avec statut à l'appui. Mais pourquoi pas, quel est le lien entre cette future société, l'agence locale actuellement, les services de l'agglomération. Et moi je prends toujours l'exemple du Vorarlberg où ils ont un institut de l'énergie qui est reconnu, qui est utilisé par toutes les collectivités, où ils mettent tout le monde ensemble. Et donc après, en fait, l'enjeu, c'est qu'une fois qu'on a ce cercle vertueux des moyens qui s'auto-alimentent, si j'ai plus de moyens humains, je peux répondre à plus d'appels à projets, donc je me fais plus voir, donc je peux refaire plus de projets, donc, et ainsi de suite, et entre guillemets, rentrer dans plus d'opérationnalité, et le traduire après par des politiques multisectorielles. Et donc moi, je ne vais pas rentrer dans tout le détail de tout ce qui est marqué en dessous, mais en tout cas, je vais rester sur la planification, Scott TEPCV, Scott TEPOS. Et alors, en commençant par comment spatialiser notre traduction sur l'autonomie énergétique territoriale. Il faut savoir qu'on a été très influencé par le Scott Métropole Savoie, qui pour nous était le meilleur Scott en France sur l'énergie. Et par contre, j'étais pas assez, conquis par la démarche qui visait à sectorialiser les zones du Scott par un enjeu plus fort qu'un autre, en disant, toi c'est plutôt l'éolien, moi c'est plutôt le bois énergie, cette histoire de mettre en concurrence les filières énergie renouvelable par une notation par filière ne me convenait pas, puisqu'en fait l'objectif des élus c'était de leur faire approprier la question du mix énergétique le plus large possible et ne pas oublier en fait que, ok on priorise, mais sans oublier l'ensemble de la démarche. Et alors nous en fait on a essayé d'avoir des zones qui se cumulent. Alors la première zone que vous avez centrale avec les pointillés, c'est notre armature urbaine. Et en fait, c'était de dire, et c'est comme ça qu'on l'a écrit après dans le document d'orientation et d'objectifs, c'était que l'armature urbaine, c'est là où les efforts d'économie d'énergie doivent être le plus forts, c'est là où le potentiel d'énergie renouvelable est le plus complexe, mais c'est en même temps, l'armature urbaine, c'est là où ces communes-là doivent être exemplaires à tout plan. Sur la mobilité, particulièrement sur la mobilité, parce que le réseau est plus dense en termes de transport en commun. Il y a de plus fortes possibilités d'associer du vélo électrique à du transport ferroviaire, à faire du covoiturage. Et puis, diapo suivante. Ensuite, réfléchir, ok, autonomie électrique. Alors, l'autonomie électrique, c'est à la fois du solaire, effectivement plus sur toiture. Là, on n'a pas représenté le solaire au sol, mais ce n'est pas exclu. Et des zones plus spécifique au niveau de l'éolien, où nous on a dû distinguer 2 zones, puisqu'on a un radar proche d'Épinal qui grève notre potentiel. C'est-à-dire qu'en potentiel sans radar, on est à 30 éoliennes. Si le radar saute, il passe à 90 éoliennes. Et c'est d'où l'intérêt de mettre en place un schéma éolien donc, qui est en cours pour essayer de définir avec les services de l'État, les associations environnementales, et surtout les services de l'État pour le volet paysager, qui en fait sont chez nous, en fait, notre particularité, c'est que c'est les services de l'État qui grèvent notre potentiel. C'est de vraiment trouver où est-ce qu'elles seraient d'accord pour nous permettre d'implanter de l'éolien, pour atteindre notre objectif,
pour qu'après, en fait, on puisse non seulement faire du co-développement sur les parcs en cours, en projet, mais également identifier des zones où, pourquoi pas, demain, la collectivité puisse développer juste en propre avec les citoyens. Et puis définir donc, la problématique, donc juste avant de voir aussi, on parle de planification, on parle de projet TEPOS, l'autonomie électrique territoriale, elle dépend également en fait des possibilités de capacité de raccordement réseau au niveau du schéma régional de raccordement. Et quand on regarde là où est notre potentiel et que je vois par exemple à Mirecourt dans l'ouest vosgien où on a une capacité de raccordement politique de 5 MW, là où on a tout notre potentiel éolien, alors que la capacité technique est de 45 MW, une éolienne là actuellement c'est entre 2,4 et 3 MW. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a un non-sens en fait en termes des politiques programmatiques régionales et où il y a tout un enjeu de lobbying politique pour essayer de rendre les programmations plus, j'allais dire, plus adaptées au territoire. Ensuite, sur la chaleur, alors là, on a fait un gros travail sur, enfin un peu comme partout, il y a beaucoup de bois énergie, mais alors la géothermie, c'est compliqué. Donc on a demandé en fait à un bureau d'études de définir où étaient les zones où on pouvait imaginer sur des bâtiments publics en construction neuve des temps de retour de moins de 15 ans. Et c'est comme ça qu'ont été définies en fait, ces zones-là. Et dans le document d'orientation et d'objectifs, on préconise aux communes de privilégier certaines sources, notamment l'aquathermie en faible profondeur, parce que c'est des sources qui ne pourront pas être stockables. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, je ne pourrais pas... si j'implante du bois énergie, c'est super, mais je vais éroder ma ressource bois énergie, tandis que la ressource aquathermie, je ne peux pas la déplacer. Donc là, on est vraiment sur ces problématiques de... Si mon objectif est de viser de l'autonomie énergétique territoriale, donc à la fois sur le vecteur chaleur, eh bien, il va falloir que je fasse un mix des solutions en fonction de la localisation de mon potentiel. Donc on a localisé à la fois les ressources de géothermie, les ressources en chaleur de récupération industrielle. Le solaire thermique, on l'a plutôt orienté sur une typologie de bâtiment, donc essentiellement là où on a des forts besoins d'eau chaude en été. Et puis au niveau du biométhane, là où on a des enjeux, alors sachant que pour nous, on a une région très méthanogène, et on estime en fait que le potentiel est partout. Par contre, il y a un gros enjeu en termes de filière à développer, c'est de se dire, jusqu'à présent, on a 60% de rendement sur de la cogénération gaz. On arrive à 95% de rendement si on arrive à déplacer le gaz vers le réseau de distribution. Et comme ce que vous voyez en vert, jaune sur la partie centrale, c'est tout notre réseau de gaz naturel qui alimente toutes les zones urbaines denses. L'enjeu, c'est de préserver cette complémentarité entre réseau de distribution gaz et réseau de chaleur, de ne pas, entre guillemets, déshabiller Paul pour habiller Jacques, mais plutôt d'essayer de verdir le réseau de distribution actuel par des projets à la fois industriels, mais pourquoi pas par ce qu'on appelle le gaz porté, c'est-à-dire travailler pour faire du biométhane en zone agricole et le réinjecter là où est le réseau. Et donc on passe à la troisième thématique. Donc sur la mobilité, donc pour nous c'était un gros enjeu de se dire ok, l'enjeu de développer non seulement la mobilité électrique mais la mobilité gaz. Et là on s'est beaucoup appuyé sur le scénario négawatt. En fait toute notre prospective énergétique c'est d'appuyer sur les ratios des scénarios de transition énergétique négawatt. Et négawatt s'appuie beaucoup sur le gaz naturel véhicule parce qu'on ne peut pas rechercher une autonomie énergétique territoriale si on fait exploser les consommations électriques par le développement des voitures électriques. Donc quelles sont les autres solutions? Il n'y en a pas beaucoup, d'autant plus en territoire rural pour réduire les besoins, ça reste assez limité. Et tout l'enjeu pour nous de développer le gaz naturel véhicule, alors GRDF est très très content,
c'est pas eux qui nous ont conquis, mais plutôt de se dire ça participe au développement rural au niveau du secteur agricole, mais aussi et surtout, ça permettrait justement d'avoir une solution, mais pour augmenter notre capacité d'injection en réseau de gaz, qui est fonction en fait du besoin de gaz en été, quand on ne chauffe pas, ça nécessite de développer la mobilité gaz. Parce que plus on lisse le besoin de consommation en été, plus on peut injecter dans le réseau. Et donc il faut savoir que sur notre territoire, à la fois il y a des problèmes, il y a des innovations industrielles, notamment pour faire du rebours, c'est-à-dire pour libérer cette capacité d'injection, mais pour avoir un modèle qui est rentable, il faut, à un moment donné, ça reste un impératif pour notre territoire de développer la mobilité gaz. Et donc, quand une commune... donc là, on peut passer à la troisième diapo. Donc nous, en fait, aussi complexe soit-il, en fait, on veut vraiment que les communes, lorsqu'elles vont se repérer sur ce schéma-là, elles n'oublient pas l'ensemble de cette synergie entre territoire urbain et territoire rural. Et voilà. Donc si maintenant on passe à comment ça s'est traduit dans le dos, c'était donc à la fois des objectifs chiffrés d'autonomie énergétique, pour ne pas, qui restent en fait, faut savoir que le rapport de compatibilité entre les documents d'urbanisme et le SCOT c'est pas un rapport de compatibilité sur les objectifs chiffrés, c'est de la prise en compte. Donc en fait, on ne peut pas imposer aux communes de nous proposer des PLU qui garantissent 27% d'autonomie énergétique à l'horizon 2020 et 46% à l'horizon 2030. Par contre, et c'est ça pour nous la force de notre SCOT, c'est on leur impose la connaissance. C'est-à-dire que via notre travail de planification énergétique, via le travail de l'observatoire en cours de construction pour automatiser ce travail au niveau des PLU, on leur impose dans leur PLU d'avoir un profil énergétique du territoire avec ce qu'ils consomment, le potentiel de production, d'approvisionnement énergétique et de maîtrise de l'énergie sur leur patrimoine, puisqu'on a un conseiller énergie partagé qui permet de le faire de façon gratuite, puisqu'on leur pré-match les cartes. Et on leur demande également, et c'est là où on a été un peu, j'allais dire, ambitieux, c'était de dire, on leur demande un état des réseaux de distribution d'électricité, de gaz et de chaleur, et de se donner des perspectives d'évolution. Puisqu'en fait, on s'est rendu compte que maintenant, lorsqu'elles vont fixer des zones d'habitat en construction, si elles ne réfléchissent pas le réseau, lorsque les bâtiments sortiront de terre et qu'ils seront BEPOS, ils pourront peut-être déséquilibrer le réseau. Et si d'ici 2030, on rajoute une borne de recharge électrique, j'allais dire une centrale au sol, on fait de la substitution, plus on rajoute un bâtiment BEPOS, mais comment se comporte le réseau? Il va être complètement déséquilibré. Et l'intérêt, c'est de travailler avec le gestionnaire de réseau. Et donc là, on est en expérimentation avec Enedis National pour que, j'allais dire, pour le moment, ce n'est pas des personnes publiques associées de façon obligatoire, mais qu'elles le soient quand même. C'est-à-dire que le document d'urbanisme et le projet politique de transition énergétique de la commune soit également commenté par le gestionnaire de réseau en disant là, c'est pas possible. Et pour pouvoir dire, là, si tu implantes une borne de recharge ou si tu veux privilégier une zone parce que là, j'ai plus un intérêt sur l'aquathermie ou etc., ou si j'ai un projet d'écoquartier, comment le réseau derrière va se comporter et est-ce que la commune sera à même de payer en fait s'il y a un renforcement de réseau. En termes d'orientation, alors là on rentre sur là je parle de prescription, c'était justement le doublé linéaire de pistes cyclables. Donc ça s'est passé en disant on n'est pas obligé de construire, faire énormément de génie civil, mais déjà tout simplement en rajoutant de la peinture et tout simplement en marquant au sol les pistes cyclables, ce serait déjà faire de la place au vélo sur les routes. Et ça, concrètement, c'est pas gagné sur notre territoire. On n'est pas à Strasbourg ou chez les Alsaciens qui sont très forts là-dessus.
Il y a vraiment un gros boulot à faire déjà pour redonner de la valeur aux pistes cyclables. Je vous ai parlé de l'objectif de rénovation du parc. Et puis, donc, ce qui a été fort, alors il y a eu un gros débat là-dessus. Donc, effectivement, on identifie les zones favorables à l'implantation de certaines énergies renouvelables dans les PLU. Et donc, via le SCOT, on va leur dire, tiens, ne pas oublier ton potentiel, etc., de chaleur fatale ou ta zone aquifère, etc. Par contre, les élus ont souhaité se fixer l'obligation réglementaire d'avoir dépôt Cefinergie sur toute construction neuve. Et ça, c'était quelque chose d'assez fort, puisqu'en fait, elles outrepassent la réglementation. Donc, quand on va par contre au niveau des recommandations, là-dessus, toutes les recommandations, c'est lorsqu'en fait, puisqu'en fait, les élus, pour ainsi dire, ont toujours accepté toutes les propositions techniques qu'on leur a faites. Et c'est en fait le maître Solaire Couteau qui a fait passer toutes les obligations en recommandations parce qu'il craignait en fait que le SCOT allait être fragilisé et que l'énergie pouvait être un... Maître Solaire Couteau, c'est le juriste qui a travaillé sur le SCOT, c'est ça? Tout à fait. Et en fait, il y a une sommité nationale en fait, sur la réglementation des SCOT et qui disait, là, vous allez vous fragiliser en voulant aller plus loin sur l'énergie, votre SCOT, et les zones, par exemple, les entités commerciales qui veulent mettre un parking énorme vont directement aller regarder sur ce volet innovant pour aller vous démonter votre SCOT. Et c'est là où, justement, on a dû faire preuve, tout ce qu'on n'a pas pu mettre, entre guillemets, en prescription est passé, du coup, en recommandation. Alors, par exemple, il y a eu des rappels des obligations réglementaires, bon, ok. Par exemple, ils voulaient mettre l'obligation d'étude de faisabilité sur du photovoltaïque, c'est passé en réglementation. On voulait, par exemple, sur la consommation d'éclairage public, alors, moi j'étais pour faire, on a 60% des communes qui pratiquent l'extinction d'éclairage public, au moins de façon partielle sur 154. Et c'était de se dire, à l'horizon 2030, objectif 100% d'extinction. Les élus ont préféré dire, non, on va plutôt fixer un seuil en consommation en kilowattheure par habitant par an. Et ça, par contre, le maître Solaire Couteau, il a dit, vous ne le mettez pas dans le SCOT parce que c'est une obligation de moyens sur le patrimoine de la collectivité et non pas de planification dans la réglementation. Pareil, on voulait mettre l'obligation pour toute construction neuve de logements individuels qui n'étaient pas dans l'armature urbaine, une performance énergétique qui était le BEPOS. Et ça, c'est quelque chose où il a dit, oui, mais attendez, vis-à-vis de la réglementation, normalement, c'est plutôt au niveau national que ça se fait, sachant qu'on a le droit, dans un SCOT, de fixer dans certaines zones des critères de performance énergétique sur l'habitat renforcé. Donc, a priori, oui, et c'est là où, quelque part, les élus, ils étaient, bon, soit je fragilise mon SCOT et je suis innovant, soit, en fait, ils n'ont pas voulu aller sur ce champ-là, sachant que, là, je vous passe tout le volet des autres thématiques, où, j'allais dire, les élus avaient déjà été très forts sur la limitation de la construction. Donc, quelque part, ça ne leur dérangeait pas de le passer en recommandation en disant, voilà, si les communes, elles, se sentent le courage en fait, d'aller vers des zones très spécifiques avec une performance renforcée, charge à elles, dans leur PLU, de le fixer. Et puis, voilà, après, un zonage, typologie de bâtiments à rénover prioritairement. Alors, bon, voilà, le SCOT a voulu également être garant de la maîtrise de la qualité des projets. Donc on a rappelé en fait les critères de développement durable, enfin en tout cas les critères liés à la biodiversité sur l'implantation des projets d'énergie renouvelable. Vous pouvez passer, je le fais très vite, c'est plus pour montrer, illustrer un petit peu comment ça a pu se traduire. En fait, on a par exemple là dans la photo à gauche, on avait un développeur sur le territoire qui démontrait en fait que lorsqu'on a une desserte forestière qui est existante, implanter des éoliennes en forêt, finalement, ça permettait de défricher
on s'imagine tout de suite, oh là, je vais défricher énormément. Ben non, en fait, ça peut être parfois limité à 12 à 16 arts par éolienne. Et donc nous, au niveau du SCOT, c'était de dire, effectivement, on ne va pas privilégier l'éolien en forêt, néanmoins, on ne va pas se l'interdire s'il y a une desserte existante, et on va le compenser. Et notamment, c'est des choses qui avaient déjà été faites, c'était aussi pour travailler sur quelque chose, un projet acceptable pour tous, et pour le solaire au sol. Donc là également, on a suivi un SCOT, je ne me souviens plus, je crois que c'était du SCOT de Caen, qui privilégiait en fait les zones où les centrales au sol n'étaient pas les bienvenues. Alors, non, c'était le SCOT d'Avignon. Et là-dessus, en fait, nous, ce qu'on s'est dit, c'était de dire, bah tiens, pour faire de la pédagogie, parce qu'on entendait déjà venir les détracteurs sur « oh là là, vous faites des centrales au sol, alors que pourquoi pas les privilégier au niveau du bâtiment ?» C'était de dire « on peut en faire sur certaines friches et on va afficher dans le SCOT là où c'est vraiment incompatible. » Et finalement, on était même allé pour dire, parce qu'on a la chance au niveau de l'INRA de Mirecourt, on a un thésard qui a fait tout un boulot sur l'intégration du photovoltaïque au niveau du paysage et au niveau de tout ce qui est aménagement agricole, et qui nous démontrait qu'en fait on peut très bien le faire sur serres agricoles au niveau des zones maraîchères, et puis qu'il y avait des compatibilités d'usage qui permettaient de le faire sur prairies permanentes, et que même au niveau des prairies permanentes, ça pouvait être un gage de sécuriser, enfin entre guillemets, de préserver ces prairies permanentes en leur donnant une vocation économique. Mais ça, c'est pas passé au niveau de la Chambre d'agriculture. C'est-à-dire que pour eux, même en gros, ce qu'on nous a rétorqué, c'était que chez nous, c'était plutôt de l'élevage bovin et que l'élevage caprin, pour la compatibilité d'usage, c'était pas la priorité de notre territoire. Et donc finalement, ça, c'est ce qu'on a retiré en fait de notre dos lié à la concertation. Donc pour conclure, en tout cas, et j'ai été bien bavard. Dernière dia, c'était de dire en tout cas sur notre territoire, c'était de démontrer en fait que si finalement on prend la peine de vraiment étudier la question, en fait on avait un potentiel riche et varié, susceptible de répondre en fait à cette volonté d'autonomie énergétique territoriale, que le document d'urbanisme peut être effectivement un cadre pour garantir la cohérence, j'allais dire, énergétique du territoire, mettre l'énergie la plus intelligente au meilleur endroit, planifier l'évolution des réseaux énergétiques. L'urbanisme a un rôle à faire, sachant que pour le moment, les gestionnaires, a priori, ne le font, enfin en tout cas, ne le font que peu souvent. Et puis surtout pour essayer de maîtriser la qualité des projets, en fait. C'était aussi démontrer, si notre objectif étant d'aller vers quelque chose qui vise en fait à massifier les énergies renouvelables, il faut que les premiers projets soient vraiment exemplaires, à la fois du point de vue du financement, du point de vue de l'intégration paysagère et du point de vue également du bon sens territorial. Et là, l'urbanisme a tout son rôle. Et du coup, également pour engendrer en fait une structuration des moyens derrière, et notamment pour doter les collectivités et pour mettre à disposition, parce que la première crainte en fait des élus, c'était de dire « oh là là, vous allez nous mettre des contraintes fortes, mais ça va nous faire des PLU, vous allez faire une plus-value de 10 000 € par PLU en termes d'études. » Et là, le fait de dire ça, c'est de dire non, par le biais en fait de cette stratégie-là, en dotant mieux les collectivités, eh bien, en fait, on va plus vous accompagner. C'est un peu, j'ai l'impression, le choix qui a été fait sur Métropole Savoie, pour faire en sorte que les projets soient exemplaires, et surtout, non seulement les accompagner sur l'urbanisme, les accompagner sur le repérage des projets, et là, en fait, le document d'urbanisme devient un levier pour repérer des potentialités. Et c'est là où moi, personnellement, alors j'ouvre un peu le débat en disant, est-ce que quand on fait un PLU HD, autant quand on fait un PLU par PLU, petit à petit, on voit remonter les projets, mais quand on fait un PLU HD, est-ce que finalement, on arrivera à faire remonter ces projets ? Parce que ça va être une approche tellement macro qu'on a moins le travail de finesse qui a été fait. Enfin, moi, c'est un peu
on est vraiment juste avant cette réflexion. Est-ce que la mise en compatibilité de notre SCOT, ça va être par interco? Moi, ça me fait très peur parce que l'agglomération d'Épinal, c'est 80 communes. S'il part sur un PLU à 80 communes, ça ne va pas du tout être la même finesse que si on fait petit à petit, commune par commune. Et ensuite, c'est aussi de dire, on est en train de structurer un opérateur énergétique territorial via une société d'investissement. Le retour qu'on a des autres SEM énergie en France, c'est de dire souvent elles se cassent la gueule au bout de certaines années parce qu'elles n'ont pas assez de projets. Et nous, l'idée, c'est de dire le document d'urbanisme va alimenter la société va alimenter, entre guillemets, en financement, j'allais dire en ingénierie financière pour rendre possible les projets. C'était un peu la discussion qu'on a eue sur Montmélian. Vous avez identifié un super projet de réseau de chaleur. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à de l'investissement mixte, participatif, etc. Et là, en fait, c'est un peu... Alors, sachant que nous, on est vraiment dans la théorie du retour d'expérience des uns et des autres, en se disant peut-être que ça peut marcher, mais le plus important, et là je terminerai là-dessus, c'était surtout de faire en sorte que nous, notre objectif, c'est de garder la liberté aux communes de définir leurs projets politiques, de définir leurs priorités. Et la seule chose qu'on leur impose, c'est en tout cas de bien voir l'ensemble des spectres, à la fois de réduction des consommations, de développement des énergies renouvelables et du troisième pan qu'on oublie souvent, de la complémentarité des réseaux.